Ils ont manqué ma remise de diplôme pour mon frère. Puis papa m'a laissé 37 appels en absence en disant « Rentre à la maison. Votre soutien nous aide à grandir. Appuyez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté dès aujourd'hui. » Pas une seule personne de ma famille n'est venue à ma remise de diplôme. Ils sont partis précipitamment en voyage avec mon frère à la place. Alors que je traversais la Seine, mon téléphone a soudainement vibré. C'était mon père. Rentre à la maison immédiatement. S'en sont suivis 37 appels en absence. Et je n'avais toujours aucune idée de ce qui venait de se passer. Je m'appelle Alex. J'ai 23 ans et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été l'enfant de l'ombre dans ma famille. Pas vraiment le mouton noir, plutôt celui qui est invisible. Je n'ai jamais été l'enfant qui causait des problèmes, mais je n'étais pas non plus celui dont mes parents se vantaient lors des dîners. Cet honneur a toujours appartenu à mon frère aîné, Lucas. C'est le garçon en or. Charismatique, athlétique, le genre de personne qui pouvait oublier l'anniversaire de quelqu'un et réussir quand même à le faire sourire à la fin de la conversation. Moi? J'étais le silencieux, le gamin la tête dans les livres, travaillant pour des réussites qui n'étaient pas très photogéniques pour une publication Facebook. Le jour de la remise des diplômes était censé être différent. J'avais passé des années à travailler d'arrache-pied pour ce moment. De longues nuits, des jobs à temps partiel, des services doublés quand les bourses ne couvraient pas tout. J'avais imaginé cette journée encore et encore, les lumières de la scène, mon nom annoncé, et ma famille applaudissant assez fort pour que je les entende par-dessus tous les applaudissements. Je leur avais même gardé les meilleures places dans l'auditorium. Mais ce matin-là, je me suis réveillé avec un message dans notre conversation de groupe familial. Il venait de ma mère. Nous ne pourrons pas venir aujourd'hui. Un imprévu. On fêtera ça bientôt. J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute, convaincu que ce devait être une blague. J'ai fait défiler vers le haut pour voir s'il y avait une explication. Le message suivant était de Lucas. On part pour Aspen pour la semaine. Totalement à la dernière minute. J'ai hâte. Une minute plus tard, maman a répondu avec une série d'émojis de ski. Aucune excuse. Aucune reconnaissance du fait que ma remise de diplôme universitaire, la première de notre famille, avait lieu dans moins de 4 heures. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma gorge s'est nouée et les murs de mon appartement semblaient se refermer sur moi. Une partie de moi voulait croire que c'était un malentendu. Peut-être qu'ils s'étaient trompés de date, mais non. Ils savaient. Je le leur avais rappelé, je leur avais envoyé l'invitation officielle. Ils avaient juste choisi autre chose. L'avait choisi, lui. Quand je suis arrivé sur le campus, j'ai essayé de refouler ce sentiment et de rester concentré. Des amis prenaient des photos avec leur famille, tenant des fleurs, riant en petits groupes sur la pelouse. Je souriais quand les gens me félicitaient, mais un poids grandissant s'installait dans mon estomac. Chaque fois que je jetais un coup d'œil à la section où ma famille aurait dû être, je ne voyais que des inconnus. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit que je me souviendrais de la fierté et non des chaises vides. Puis ils ont appelé mon nom. J'ai traversé la scène, serré des mains, souri pour la photo, et j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. C'était un texto de mon père. Rentre à la maison immédiatement. Aucune explication, juste ça. Dès que je suis descendu de la scène, j'ai vérifié mon téléphone. Appel en absence, 37. Le même message, encore et encore. Rentre à la maison maintenant. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté là, dans une foule d'inconnus en liesse, mon diplôme dans une main, mon téléphone dans l'autre, me demandant ce qui pouvait bien être si urgent pour que la famille qui avait manqué ma remise de diplôme pour un voyage au ski s'attende soudainement à ce que je laisse tout tomber pour rentrer à la maison en courant. Et quelque part à ce moment-là, entouré de célébrations, quelque chose a changé en moi. Une prise de conscience froide et silencieuse que ce qui m'attendait à la maison n'était pas juste un imprévu. C'était le début de quelque chose de plus grand. Je ne le savais pas encore, mais ce jour-là allait tracer une ligne permanente dans l'histoire de ma famille. Un avant et un après clair. Et j'étais sur le point de découvrir à quel point cette division serait profonde. Quand je suis finalement rentré à mon appartement ce soir-là, portant toujours ma toge de diplômé parce que je n'avais pas pris la peine de me changer, j'ai vu 3 autres appels en absence de mon père et un de ma mère. Pas de messages vocaux, pas d'explications, juste les 2 mêmes mots, encore et encore. Rentre à la maison.
Je me suis assis à ma petite table de cuisine, celle d'occasion que j'avais achetée en emménageant, et j'ai simplement fixé mon téléphone. Il ne m'avait pas contacté une seule fois pendant la cérémonie. Pas de « félicitations ». Pas de « envoie-nous une photo ». Pas même un message pour reconnaître que c'était arrivé. Et pourtant, il me traitait comme si j'étais en retard pour une urgence dont on ne m'avait jamais parlé. 1 heure plus tard, ma mère a finalement envoyé un vrai message. Ton frère a besoin de toi. C'est important. Pas de contexte. Pas de « comment ça s'est passé » ou « nous sommes fiers de toi ». Juste Lucas. Toujours Lucas. Et je pouvais pratiquement entendre le ton derrière ce message. Le même que j'avais entendu toute ma vie. Dans notre maison, les problèmes de Lucas étaient des problèmes de famille. Les miens n'étaient que les miens. Si Lucas s'écorchait le genou, le monde s'arrêtait jusqu'à ce qu'il ait un pansement et un bol de glace. Si je me foulais le poignet en sport, on me disait de prendre sur moi parce que maman était occupée. J'ai appris très tôt que mon rôle n'était pas d'être soigné. C'était d'être utile, généralement quand Lucas avait besoin de quelque chose. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai ouvert le frigo, pour me souvenir que je n'avais pas fait de course depuis des semaines. J'ai fini par me verser un bol de céréales et manger en silence, en pensant à la façon dont chaque étape importante de ma vie avait été éclipsée par Lucas. La remise de diplôme du lycée? Lucas avait organisé une fête à la maison la veille et s'était fait prendre. Tout le week-end a donc tourné autour de son manque de jugement et de la difficulté de la situation pour lui. Mon premier emploi? Lucas a détruit sa voiture le même jour et tout le monde s'est soudainement précipité pour l'aider à remplir les déclarations d'assurance. Vers 21 h, mon téléphone a de nouveau vibré. Appel vidéo de papa. Contre toute attente, j'ai répondu. Le visage de mon père a rempli l'écran, tendu et impatient. Alex, enfin. On t'appelle toute la journée. J'étais occupé, dis-je platement. J'obtenais mon diplôme. Il n'a même pas sourcillé. Lucas a des ennuis. Tu dois venir ce soir. Maintenant. J'ai cligné des yeux. Quel genre d'ennui? Papa a soupiré comme si j'étais ridicule. Ses cartes de crédit sont plafonnées et il ne peut pas couvrir le solde. Il comptait sur toi pour l'aider. Je l'ai juste regardé, médusé. Il comptait sur moi. Je n'en avais même pas entendu parler avant qu'il ne le mentionne il y a 10 secondes. Tu gères bien l'argent, a dit papa comme si cela expliquait tout. Tu as travaillé pendant tes études, tu as mis de l'argent de côté. Lucas ne demanderait pas si ce n'était pas sérieux. Ma mâchoire s'est crispée. Vous avez manqué ma remise de diplôme pour aller skier et maintenant vous me demandez de le renflouer? Il ne s'agissait pas de skier, a insisté papa, ce qui aurait été presque crédible si je ne pouvais pas littéralement voir le chalet de ski derrière lui dans la vidéo. Mur en lambris, lustre chic, et tout le reste. Lucas a été sous beaucoup de stress dernièrement. Nous pensions que le voyage l'aiderait. Tu sais, il a été sous pression. Et moi, je suppose que non. Dis-je, la voix froide. Et à cette seconde précise, je l'ai vu. Cette lueur d'agacement, comme si c'était moi qui étais difficile. Arrête de tout ramener à toi. Le message était tacite, mais il était toujours là. J'ai raccroché sans un mot de plus. Et je suis resté assis là pendant un long moment, le téléphone à la main, fixant le mur blanc de mon appartement. Ce n'était pas seulement la remise de diplôme. C'était l'attente que je laisse tout tomber, encore une fois, pour réparer les dégâts de Lucas. C'est comme ça que ça avait toujours été. Quand il avait raté un cours à l'université, j'avais rédigé ses devoirs, juste pour un semestre. Quand il avait accumulé une note de barre salée, on m'avait culpabilisé pour que je la paie, parce que, la famille, c'est sacré. Mais bizarrement, la famille n'avait jamais été sacrée avec moi. 2 jours plus tard, Lucas a appelé. Pas de salutation, pas d'excuses. Et, alors, quand est-ce que tu apportes l'argent? Je ne l'apporte pas, ai-je dit. Il y eut une pause, puis un petit rire. Allez, ne sois pas comme ça. Tu m'as toujours aidé. Oui, dis-je doucement. Et tu n'as jamais été là pour moi une seule fois. Ni pour ma remise de diplôme. Ni pour rien d'autre. Pourquoi t'aiderais-je maintenant? Il a ricané. Waouh. Donc tu vas me garder rancune pour une simple cérémonie? Tu es mesquin.
Ce mot m'a fait l'effet d'une gifle. Mesquin. C'est comme ça qu'ils qualifiaient toujours mes tentatives de poser des limites. Pour eux, mes limites n'étaient pas des limites. C'étaient des réactions excessives. À la fin de la semaine, les messages ont commencé à affluer de tout le monde. Tante, oncle, même ma grand-mère. Tous disant la même chose avec des mots légèrement différents. Lucas est ton frère. Tu ne peux pas le laisser tomber comme ça. Ne gâche pas les liens familiaux pour de l'argent. Pas une seule mention de ma remise de diplôme. Pas une seule. Et la vérité, c'est que ce n'était pas une question d'argent. Je disais non parce que j'étais fatigué. Fatigué d'être le filet de sécurité pour quelqu'un qui n'a jamais appris à se tenir debout tout seul. Fatigué d'être invisible jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose de moi. Ce que je n'avais pas encore réalisé, c'est que la campagne de pression ne faisait que commencer. Les appels, les textos, la culpabilité, tout cela n'était que le début. Ils me poussaient vers quelque chose de plus grand, quelque chose qu'ils croyaient pouvoir m'imposer. Et ils n'avaient aucune idée que toute cette pression me faisait déjà planifier ma riposte. Il leur suffisait de me donner la bonne raison. Et une fois qu'ils l'auraient fait, il n'y aurait plus de retour en arrière. C'est arrivé un jeudi matin tranquille. Je venais de finir d'envoyer quelques candidatures, le genre de poste dont je rêvais depuis le début de mes études, quand le téléphone a sonné. C'était ma banque. La femme était polie, mais sa voix avait ce ton prudent. Monsieur Rivers, nous voulions juste confirmer une demande de virement importante que nous avons reçue de votre compte plus tôt aujourd'hui. Je me suis redressé d'un coup. Une demande de virement? Je n'ai rien autorisé. Elle a lu les détails. Près de 4 500 €, dont le virement était programmé vers un compte joint au nom de Lucas. Mon cœur s'est serré. Annulez-le, dis-je immédiatement. C'est bien ce que je pensais, a-t-elle répondu. La demande a été soumise en ligne depuis une adresse IP enregistrée à la résidence de vos parents. Je n'ai pas eu besoin d'un détective pour comprendre ce qui s'était passé. Mes parents avaient toujours mes anciens identifiants bancaires du lycée, de l'époque où ils gardaient un œil sur mes dépenses pour que je ne dépasse pas mon budget. Je n'avais jamais changé le mot de passe parce que je leur faisais confiance, je pensais qu'ils ne l'utiliseraient jamais sans mon consentement. J'imagine que cette confiance était mal placée. J'ai terminé l'appel, les mains tremblantes. Pas à cause de l'argent, mais de ce que cela signifiait. Ce n'était pas une demande d'aide. Ce n'était pas de la pression émotionnelle. C'était du vol. Et pire encore, cela signifiait qu'ils se sentaient en droit de me prendre de l'argent sans même demander. Parce qu'à leurs yeux, il ne m'avait jamais vraiment appartenu. Avant même que je puisse réfléchir à la suite, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un texto de Lucas. Merci d'avoir couvert ça, mec. Je te rembourserai quand je pourrai. Suivi d'un emoji clin d'œil, comme si c'était une blague inoffensive entre frères. Je n'ai pas répondu. Mes mains serraient le téléphone si fort que mes jointures étaient blanches. J'ai repensé à chaque moment où il m'avait fait me sentir petit. Chaque fois que mes réussites avaient été mises de côté. Chaque fois qu'on m'avait dit d'être le plus intelligent pendant que Lucas s'en tirait avec n'importe quoi. Maintenant, il était clair qu'il ne s'attendait pas seulement à ce que je ramasse les morceaux quand il faisait des bêtises. Il croyait que je lui devais ça. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu joyeusement, comme si de rien n'était. Alex, on parlait justement de toi. Tu devrais passer ce week-end. As-tu autorisé un virement depuis mon compte, ai-je demandé, ma voix plus sèche que je ne le voulais. Il y eut une pause. Pas la pause de quelqu'un de confus, mais celle de quelqu'un qui cherche quelle excuse utiliser. Oh, chérie, nous savions que tu aiderais ton frère. Il est dans une situation difficile, et nous ne voulions pas te déranger avec les détails alors que tu étais occupé avec tes affaires d'école. Vous m'avez volé, dis-je. Son ton s'est durci instantanément. Ne sois pas si dramatique. Nous sommes une famille. Ce n'est pas du vol quand c'est pour quelqu'un que tu aimes. Quelque chose en moi a basculé à ces mots. Pendant des années, j'avais laissé cette version tordue de l'amour dicter la façon dont on me traitait. Mais à ce moment-là, ça m'a frappé. Leur définition de l'amour n'était qu'un mot qu'ils utilisaient pour excuser le fait de me prendre tout ce qu'ils voulaient. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse en dire plus. Le silence dans mon appartement était si vif qu'il semblait avoir des bords tranchants. Mon diplôme était toujours appuyé contre le mur où je l'avais laissé après la cérémonie, sans cadre, non ouvert.
Je l'ai regardé et j'ai réalisé que ce n'était pas juste un morceau de papier. C'était une preuve. La preuve que j'avais construit quelque chose pour moi-même malgré eux, malgré le fait d'être constamment ignoré, malgré le fait d'être traité comme un plan de secours pour leur fils préféré. Cette nuit-là, j'ai changé tous mes mots de passe, compte bancaire, email, tout. Et en le faisant, j'ai pensé aux 37 appels en absence le jour de ma remise de diplôme, à la façon dont ils avaient transformé mon moment important en une histoire sur le voyage au ski de Lucas, à l'hypothèse arrogante que mon argent durement gagné était à leur disposition. Ils avaient tiré les premiers. Ils avaient clairement montré qu'ils ne respecteraient aucune limite que je fixerais. Et j'avais le sentiment qu'ils pensaient que j'allais juste fulminer en silence puis leur pardonner, comme toujours. Ils avaient tort. Parce que cette fois, ils ne m'avaient pas seulement blessé. Ils m'avaient donné une raison parfaite pour enfin cesser de jouer le rôle qu'ils m'avaient assigné. Et dans les jours à venir, cette raison allait alimenter quelque chose qu'ils ne verraient pas venir. Ce que je ne savais pas encore, c'était jusqu'où ils étaient prêts à me pousser avant que j'agisse. Mais j'étais sur le point de le découvrir. Les 2 semaines suivantes, j'avais l'impression d'avancer dans un brouillard épais. Je continuais ma routine, envoyant des candidatures, me rendant à quelques entretiens, mais mon esprit était ailleurs. Chaque fois que j'ouvrais mon application bancaire, je m'attendais à moitié à voir qu'il manquait autre chose. J'ai mis mon téléphone en silencieux car je ne supportais plus le bourdonnement constant des membres de ma famille, chacun avec ses propres rappels amicaux sur la façon dont je devrais laisser tomber, pour le bien de la paix familiale. Le récit qu'ils essayaient d'imposer était prévisible. Lucas était stressé. Lucas avait des difficultés. Lucas ne voulait pas faire de mal. D'une manière ou d'une autre, c'était moi le sans-cœur pour en avoir fait toute une histoire. Le vol avait été requalifié en malentendu, et mon refus de céder était considéré comme de la rancune. C'était surréaliste. Je voulais crier chaque fois que quelqu'un me disait que j'étais injuste, mais je ne l'ai pas fait. Je ne leur ai pas donné la satisfaction d'entendre ma frustration. Au lieu de cela, j'ai pris mes distances. J'ai arrêté d'aller au dîner du dimanche. J'ai arrêté de répondre aux appels, sauf s'ils provenaient de numéros que je ne reconnaissais pas, au cas où ce serait une opportunité d'emploi. J'ai complètement arrêté de consulter la conversation de groupe familial. Quand je l'ai finalement ouverte un soir par curiosité morbide, j'ai vu une série de photos du voyage au ski. Lucas posant avec ses amis, une coupe de champagne à la main, avec des émojis rieurs et des légendes sur le fait de vivre pleinement sa vie. Ma remise de diplôme, pas une seule photo, pas un seul mot. Ça m'a touché plus que je ne voulais l'admettre. J'avais essayé pendant des années de me convaincre que si je travaillais assez dur, si je réussissais assez, ils me verraient différemment. Qu'ils seraient fiers de la même manière qu'ils étaient fiers de Lucas. Mais la vérité était juste là, sous mes yeux. J'aurais pu guérir une maladie qu'ils auraient quand même trouvé un moyen de tout ramener à lui. Mes finances étaient serrées maintenant. La remise de diplôme avait déjà épuisé la plupart de mes économies, les frais de candidature, le loyer, les frais de subsistance de base. Et bien que la banque ait annulé le virement avant qu'il ne passe, il y avait quand même eu des frais de traitement et un blocage de mon compte pendant des jours. J'ai dû me débrouiller avec ce qu'il me restait. J'ai sauté des repas plus souvent que je ne voulais l'admettre. Mon appartement semblait plus froid, plus vide. C'était la première fois depuis des années que je me sentais vraiment seul. Pas seulement sans compagnie, mais sans l'illusion d'un soutien. Le pire, c'est que mon diplôme aurait dû m'ouvrir des portes, mais sans véritable relation ni soutien familial, je n'étais qu'un CV de plus dans une pile. Chaque email de refus était un autre rappel que j'étais seul maintenant. Que si je tombais, il n'y aurait personne pour me rattraper. Sauf si me rattraper signifiait me prendre quelque chose. Mais voilà. Dans ce silence, dans cet isolement, une partie de moi a commencé à se réveiller. J'ai commencé à tenir un petit carnet près de mon lit, notant tout ce qui s'était passé depuis la remise de diplôme. Chaque appel, chaque texto, chaque tentative de manipulation. J'ai commencé à regarder en arrière, à noter aussi d'anciens incidents. Des moments que j'avais ignorés à l'époque. En lisant tout cela ensemble, c'était comme regarder un accident de train au ralenti. Des schémas que j'avais ignorés auparavant étaient maintenant flagrants. Je n'étais pas encore sûr de ce que j'allais en faire, mais je savais que j'en avais fini de réagir impulsivement. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas supplier. Je n'allais pas essayer de leur faire voir mon point de vue. Cela n'avait jamais fonctionné et ne fonctionnerait jamais. Au lieu de cela,
j'allais attendre, observer, les laisser continuer à me montrer qui ils étaient. Et quand le moment viendrait, j'aurais plus que la simple volonté de me défendre. J'aurais un plan. Le problème, c'est qu'ils n'en avaient pas encore fini avec moi. Et avant que je puisse mettre ce plan à exécution, ils allaient me pousser plus loin que je n'aurais jamais cru possible. Assez loin pour que je n'ai d'autre choix que d'agir. Le changement a commencé modestement, presque imperceptiblement au début. J'ai décroché un poste d'assistant de recherche à temps partiel dans une entreprise locale. Ça ne payait pas beaucoup, mais ça me donnait assez de marge de manœuvre pour payer mon loyer sans puiser dans mes dernières économies. Plus important encore, c'était un pied dans la porte, un endroit où mes compétences comptaient vraiment et où mon travail n'était pas constamment éclipsé par le charme de quelqu'un d'autre. La première fois que ma superviseure, Karen, a complimenté mes compétences en rédaction de rapports devant toute l'équipe, je n'ai même pas su comment réagir. Je n'étais pas habitué à une reconnaissance publique qui n'était pas immédiatement suivie d'un « mais Lucas, lui ». Personne ne me comparait à un garçon en or. Personne ne minimisait ce que j'avais fait. Je venais, je travaillais dur, et les gens le remarquaient. C'était étrange et enivrant, à sa manière discrète. En 2 mois, ce poste à temps partiel est devenu un poste à temps plein. Je gagnais soudainement assez non seulement pour payer mes factures, mais aussi pour commencer à reconstituer mes économies. J'ai renouvelé ma garde-robe avec quelques tenues professionnelles. J'ai commencé à mieux manger, à me remettre en forme, et j'ai même rejoint un collègue pour des courses matinales dans le parc. Pour la première fois depuis longtemps, je me réveillais chaque jour avec le sentiment que ma vie avançait réellement, sans l'approbation de ma famille, sans leur implication du tout. Le changement social a suivi. Un de mes collègues, Derek, m'a invité à un événement de réseautage pour jeunes professionnels. J'ai failli ne pas y aller. L'idée de réseautage me faisait penser à de faux sourires et à des conversations superficielles, mais j'y suis allé quand même, et à ma surprise, j'ai rencontré des gens qui étaient sincèrement intéressés par ce que je faisais et ce que je visais. Au cours des semaines suivantes, j'ai noué des contacts, échangé des coordonnées et même commencé à assister à des rencontres professionnelles. Ce n'était pas un succès du jour au lendemain, mais c'était un progrès constant et indéniable. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ma famille n'en avait aucune idée. Je n'en parlais pas sur les réseaux sociaux. Je n'envoyais pas de nouvelles. J'ai appris à aimer le silence. Chaque accomplissement était comme une carte que je gardais face cachée sur la table, attendant le bon moment pour la retourner. Financièrement, j'ai commencé à prendre de l'avance. Au bout de 4 mois, j'avais remboursé la petite dette que j'avais contractée lors de mon dernier semestre d'études. Au bout de 6 mois, j'avais un fonds d'urgence qui grossissait. À peu près à la même époque, Karen m'a recommandé pour une mission de consultant indépendant auprès d'une start-up. Ce n'était que quelques heures par semaine, mais la rémunération était plus que généreuse, et cela m'a permis d'utiliser des compétences que je n'avais pas touchées depuis ma thèse de fin d'études. Cette mission a débouché sur une autre, et bientôt, je gagnais plus en parallèle qu'à mon emploi à temps plein d'origine. Je savais que la version de moi à laquelle ils étaient habitués, l'assistant discret, celui qui disait oui parce que c'était plus facile que de se battre, n'aurait jamais atteint ce point. C'était un nouveau territoire. Je ne faisais plus que survivre. Je me constituais un levier. Et pourtant, je cachais mon jeu. Quand ma mère appelait pour savoir si je m'en sortais financièrement, je lui donnais la réponse la plus générique possible. Ça va. Pas de détails, pas d'ouverture pour qu'ils puissent évaluer combien ils pouvaient me prendre. Moins ils en savaient, moins ils pouvaient me cibler. Mais Lucas ne pouvait pas s'en empêcher. Il a recommencé à m'envoyer des messages désinvoltes. « Salut mec, comment va le travail ? Des projets pour le week-end ?» J'ai reconnu la manœuvre, il tâtait le terrain. Il l'avait déjà fait après nos disputes, se réinsinuant lentement dans ma vie jusqu'à ce qu'il puisse demander quelque chose. Cette fois, je n'ai pas mordu. Je donnais des réponses courtes et polies, rien de plus. Et pourtant, je sentais que quelque chose se préparait. Appelez ça l'instinct. Appelez ça des années à observer le fonctionnement de ma famille. Le ton de leurs rares messages avait changé. Poli, voire chaleureux, d'une manière qui semblait répétée. Je ne savais pas encore exactement ce qu'ils voulaient, mais je pouvais le deviner. De l'argent, des faveurs, quelque chose qui profiterait à Lucas à mes dépens. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il n'avait plus affaire à la même personne. Je n'étais plus l'étudiant fauché et dépendant qu'il pouvait coincer avec de la culpabilité. J'avais des ressources.
J'avais des relations. Et pour la première fois de ma vie, j'avais les moyens de dire non et de m'y tenir. Pourtant, je n'ai pas agi le premier. Je savais que si j'attendais, il me donnerait l'ouverture parfaite. Il le faisait toujours. Et quand ce moment viendrait, je ne dirais pas seulement non. Je leur ferais comprendre, d'une manière qu'ils ne pourraient ignorer, que l'ancienne version de moi avait disparu pour de bon. Le moment que j'attendais était plus proche que je ne le pensais, et quand il arriverait, il serait plus grand et plus laid que tout ce que j'avais imaginé. C'est arrivé un mardi soir pluvieux, 6 mois après ma remise de diplôme. Je quittais juste le bureau quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. La voix à l'autre bout du fil s'est présentée comme Monsieur Carter, un associé principal dans une société d'investissement de taille moyenne. « Alex, j'ai entendu de bonnes choses sur vous, dit-il, son ton purement professionnel. Karen ne tarit pas d'éloges sur votre travail, et Derek a mentionné que vous étiez excellent en structuration financière. Nous pourrions avoir besoin de quelqu'un comme vous pour un projet que nous entreprenons. » J'avais appris à maîtriser mon enthousiasme, alors j'ai écouté attentivement. Le projet s'est avéré être une restructuration complète de portefeuille pour une chaîne locale d'hôtels-boutiques. Ce n'était pas juste un travail. C'était une chance de travailler directement avec des clients fortunés, de faire connaître mon nom dans des cercles dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence un an auparavant. Les honoraires qu'ils offraient pour mon rôle étaient supérieurs à mon salaire mensuel à mon emploi habituel. J'ai dit oui. Au cours des semaines suivantes, je me suis jeté à corps perdu dans le travail. C'était exigeant, des nuits tardives, des feuilles de calcul interminables, des appels stratégiques constants, mais j'étais dans mon élément. Mes contributions ont commencé à influencer les décisions. Le propriétaire de la chaîne, un homme vif mais sympathique nommé Michael Reeves, l'a remarqué. « Vous n'êtes pas seulement bon avec les chiffres », m'a-t-il dit un soir lors d'un dîner avec l'équipe du projet. « Vous comprenez comment les gens pensent. » C'est rare. Je ne le savais pas à l'époque, du Michael allait devenir l'une des relations les plus précieuses que je n'ai jamais eues. Il avait des liens profonds avec la communauté d'affaires locale et était très respecté dans des cercles que ma famille ne pouvait même pas rêver d'approcher. Pendant que tout cela se passait, je rassemblais également des informations. Non pas parce que je planifiais activement une vengeance, mais parce que les vieilles habitudes ont la vie dure. J'avais maintenu mon carnet à jour, chaque commentaire mesquin de ma famille, chaque tentative de manipulation, chaque sonde subtile sur mes finances. Mais maintenant, j'avais quelque chose de plus. Grâce à des conversations informelles avec des amis de la famille lors d'événements de réseautage, c'est incroyable ce que les gens partagent autour d'un verre de vin. J'ai appris que Lucas avait essayé, en vain, d'obtenir un financement pour une entreprise. Apparemment, il avait présenté une idée à moitié aboutie de bar sportif de luxe à plusieurs investisseurs, mais personne n'était prêt à y toucher. Un commentaire m'est resté en tête: s'il ne trouve pas quelqu'un pour co-signer un prêt bientôt, il est foutu. Tes parents sont vraiment stressés à ce sujet. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Je connaissais assez bien ma famille pour voir le schéma se dessiner. À un moment donné, ils essaieraient de présenter ce bar sportif comme une opportunité familiale, le présentant comme une chance pour moi de soutenir l'avenir de mon frère. Ils insisteraient, le présenteraient comme un investissement, essaieraient peut-être même de me culpabiliser en disant que cela unirait la famille, et ils supposeraient que je ne savais pas à quel point la situation de Lucas était mauvaise. Pendant ce temps, ma propre situation continuait de s'améliorer. Lorsque le projet hôtelier s'est terminé, Michael m'a pris à part. Avez-vous déjà pensé à créer votre propre entreprise de conseil? Vous avez les compétences, et j'ai des contacts qui vous embaucheraient demain. L'idée a allumé quelque chose en moi. En un mois, j'avais déposé les papiers pour ma propre petite entreprise. Ce n'était encore que moi et un ordinateur portable dans mon appartement, mais j'avais mes 2 premiers clients avant même d'avoir fini de créer le site web. À la fin de ce trimestre, j'avais gagné plus que ce que j'avais gagné en une année entière à mon premier emploi. Je ne m'en suis pas vanté. Je n'y ai même pas fait allusion à ma famille. Je les ai laissés penser que je travaillais toujours dans un modeste bureau, tirant le diable par la queue. Chaque fois que maman demandait « Comment va le travail ?», je donnais un vague « Occupé, mais ça va » et je changeais de sujet. Moins ils en savaient, mieux c'était. Mais en privé, je construisais quelque chose qui me donnait un réel pouvoir. Pas seulement de l'argent, mais des options. L'option de dire non sans crainte. L'option de partir sans rien perdre. L'option de riposter s'il me provoquait à nouveau. Et bien sûr, ce moment est arrivé un dimanche après-midi,
quand j'ai reçu une invitation à dîner en famille sortie de nulle part. Aucune raison donnée, juste, nous aimerions beaucoup te voir. Je savais que ce n'était pas pour prendre des nouvelles. C'était le piège. Je soupçonnais déjà ce qui allait arriver. Ce que je ne savais pas encore, c'était jusqu'où ils étaient prêts à aller pour essayer de m'embarquer, ni à quel point leur plan allait parfaitement préparer le terrain pour le mien. Je suis entré dans la maison de mes parents ce dimanche soir avec le genre de calme qu'on a que lorsqu'on connaît déjà la fin de l'histoire. L'odeur du poulet rôti de maman flottait depuis la cuisine, l'atmosphère dans le salon était tendue, trop préparée. Papa était assis dans son fauteuil, les mains jointes comme s'il présidait une réunion de conseil d'administration. Lucas était sur le canapé, nonchalamment adossé, mais ses yeux brillaient un peu trop fort. Après les salutations creuses habituelles, maman m'a versé un verre d'eau et a dit « Nous sommes si heureux que tu aies pu venir. Il y a quelque chose d'excitant dont nous voulons parler. Une opportunité familiale. » J'ai presque souri. Voilà. Lucas s'est lancé dans son argumentaire, avec des brochures imprimées et une présentation sur ordinateur portable. Il a parlé du « bar sportif du futur », de décoration haut de gamme et de cocktails signature, de partenariats exclusifs avec des brasseries locales. Il a utilisé des expressions comme « opportunité de départ » et « retour garanti ». J'ai écouté, hochant la tête de temps en temps, et je n'ai pas interrompu. Quand il a enfin terminé, maman s'est penchée en avant avec ce sourire plein d'attente. Nous avons déjà l'intérêt de quelques investisseurs, mais nous aimerions garder ça en famille. Nous avons pensé que tu pourrais devenir le principal bailleur de fonds. Ce serait une excellente façon de resserrer nos liens. Vraiment, ai-je demandé, gardant un ton neutre. Et de combien parle-t-on? Lucas n'a pas bronché. 150 000 € pour commencer. Mais tu détiendrais 30%. Un potentiel énorme, mec. J'ai posé mon verre et me suis légèrement penché en avant. C'est une grosse demande. Alors, juste par curiosité, as-tu parlé à tous tes investisseurs potentiels des rejets de prêt? La pièce est devenue silencieuse. Le sourire de Lucas a vacillé. Quoi? Je veux dire, ceux de la First State Bank, de Harborview Capital et de Westline Financial. Les 3 qui t'ont refusé parce que tes prévisions ne tenaient pas la route. J'ai gardé une voix égale, mais je n'ai pas manqué la façon dont les yeux de maman se sont tournés vers papa. Je ne voudrais juste pas que quelqu'un ait l'impression de ne pas avoir toutes les informations. La mâchoire de Lucas s'est contractée. Je ne sais pas où tu as eu. Je l'ai coupé d'un haussement d'épaule. Les gens parlent, surtout dans les cercles d'affaires. Et il se trouve que j'en fréquente quelques-uns maintenant. Papa a essayé de sauver la situation. Alex, c'est le rêve de ton frère. Tu es dans une bonne position maintenant. Tu pourrais vraiment aider. C'était mon signal. J'ai sorti un dossier de mon sac et l'ai glissé sur la table basse. À l'intérieur se trouvait une copie reliée et soignée du portfolio de mon entreprise, clients, contrats, projections de revenus. Tout était légitime, tout était impressionnant. Tu as raison, dis-je. Je suis dans une bonne position. Assez bonne pour savoir que ce n'est pas un investissement. C'est un sauvetage. Le visage de Lucas est devenu rouge. Les lèvres de maman se sont entr'ouvertes comme si elle allait parler, puis se sont refermées dans un silence stupéfait. Et voici la vérité, ai-je continué, ma voix calme et inébranlable. Je ne place ma confiance ni mon temps dans des gens qui me volent. Et avant que vous n'essayiez de prétendre que ce n'était pas du vol, dis-je en regardant directement les documents devant moi, je sais exactement qui a tenté de retirer de l'argent de mon compte juste après ma remise de diplôme. Cette déclaration a frappé la pièce comme une pierre jetée dans une eau calme. Personne n'a bougé. Je me suis levé lentement et j'ai remis le dossier dans mon sac. À partir de maintenant, j'en ai fini d'être votre filet de sécurité. Je ne suis pas votre investisseur privé, votre distributeur de billets, ni le plan de secours sur lequel vous comptez quand tout s'effondre. Quel que soit le pétrin dans lequel vous vous êtes mis, vous devrez trouver votre propre moyen de vous en sortir. Je me suis dirigé vers la porte, ne m'arrêtant qu'une seule fois pour regarder par-dessus mon épaule, juste assez longtemps pour enfoncer le clou un peu plus profondément. Oh, et au fait, Michael Reeves. C'est un ami à moi maintenant. Son entreprise possède 3 des bars les plus fréquentés de la ville. Alors, quand votre proposition finira sur son bureau et elle y finira, vous savez déjà exactement comment ça va se terminer. Lucas n'a pas dit un seul mot. Maman avait l'air de vouloir le faire,
mais papa a doucement posé sa main sur son bras et l'a fait taire. Je suis sorti sans un mot de plus, et d'une manière ou d'une autre, la pluie dehors semblait plus douce qu'à mon arrivée. Ils étaient venus en s'attendant à l'ancienne version de moi, l'Alex qu'ils pouvaient encore presser et manipuler pour qu'il cède. Au lieu de cela, ils ont rencontré la version qu'ils avaient, sans le savoir, aidé à construire au fil des ans, celle qui avait enfin appris à gagner à leur propre jeu. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est à quel point cette seule soirée allait commencer à tout défaire pour eux. Les conséquences sont arrivées plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. 2 semaines après ce dîner, j'ai reçu un texto d'un ancien voisin. « Et, je viens de voir ton frère à la banque. » Il avait l'air furieux. Quelque chose a dû se passer. Le jour même, j'ai ouvert un email de Michael Reeves confirmant ce que je soupçonnais. Lucas lui avait envoyé la proposition pour le bar sportif. Michael ne s'est pas contenté de la refuser. Il a transféré l'intégralité du dossier à plusieurs autres investisseurs majeurs de la ville, accompagné d'une courte note professionnelle, peu solide financièrement. À considérer avec prudence. En quelques jours, les opportunités autrefois prometteuses de Lucas ont complètement sombré. Les nouvelles vont vite dans les cercles d'affaires fermés, et bientôt son nom est devenu un avertissement discret sur les fausses promesses et les résultats décevants. Chaque piste s'est évanouie. Aucune banque ne retournait ses appels. Aucun investisseur n'acceptait de le rencontrer. Et honnêtement, cela seul aurait suffi. Mais la réaction de mes parents a empiré les choses. Tard un soir, maman a appelé, sa voix tranchante de colère à peine contenue. « Te rends-tu compte de ce que tu as fait ? L'avenir de ton frère est ruiné. Nous avons même dû prendre une marge de crédit sur la maison juste pour couvrir ses dettes. » J'ai gardé une voix calme et posée. Je n'ai rien ruiné. J'ai simplement cessé de le protéger des conséquences de ses propres décisions. Il y eut une longue pause. Je pouvais presque l'entendre lutter pour ravaler ce qu'elle s'apprêtait à dire. Quand elle a finalement répondu, sa voix était plus douce mais beaucoup plus froide. « Tu as changé. » « Oui, dis-je. »« C'est vrai. » Et j'ai raccroché. Au cours du mois suivant, j'ai gardé mes distances. Mon entreprise de conseil a continué de croître, et j'ai déménagé dans un appartement plus grand en centre-ville, le genre d'endroit avec une vue sur les toits dont je rêvais depuis ma première année d'université. Quelques amis communs qui étaient encore en contact avec ma famille ont commencé à admettre discrètement quelque chose que j'avais toujours su au fond de moi, l'image parfaite du garçon en or de Lucas avait enfin commencé à se fissurer. Après son échec commercial, il s'était disputé avec plusieurs d'entre eux, blâmant l'économie, la malchance, et même moi. Mais plus personne ne le croyait. La dernière fois que je l'ai vu, c'était purement accidentel. Je rencontrais un client pour déjeuner, et Lucas est passé devant le restaurant. Il a jeté un coup d'œil par la fenêtre, a ralenti juste une seconde, puis a continué son chemin. Pas un signe de tête, pas un sourire, juste un homme qui avait enfin réalisé que la personne sur qui il comptait autrefois avait disparu pour de bon. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti libre. Parce qu'à leur manière, ils m'avaient appris l'une des leçons les plus importantes que j'apprendrai jamais, quand on cesse de permettre aux gens de nous traiter comme un filet de sécurité, on découvre rapidement qui est vraiment capable de se tenir debout par ses propres moyens.